Celui-ci sera animé par le professeur Éric Ménet, directeur adjoint du département de médecine générale de Rennes et directeur d'un diplôme universitaire sur l'hypnose. Il sera accompagné du docteur Fabien Besançon, médecin généraliste avec une pratique fréquente d'hypnose. Le but de cet atelier n'est pas de vous faire sortir en ayant une formation complète sur l'hypnose en 1 heure. Ce n'est pas, bien sûr pas possible. Mais nous vous proposons d'avoir une sensibilisation pour votre pratique future. Ainsi, après, si vous le souhaitez, vous pourrez vous former directement à l'hypnose pour acquérir cette compétence. En effet, les praticiens utilisant l'hypnose, notamment pour une anesthésie ou une opération, se multiplient. Bien sûr, nous ne sommes pas des chirurgiens ou des anesthésistes, loin de là. Mais ce n'est pas du tout la seule possibilité existante. Ces modalités peuvent être utiles à tout médecin généraliste, comme pour le sevrage tabagique, la relaxation, etc. Je vais maintenant laisser nos deux experts développer le sujet, avec le professeur Ménet sur un aspect plutôt formation théorique et pratique, et le docteur Besançon sur son utilisation quotidienne de l'hypnose. Merci Adrien, bonjour à tous. Je suis particulièrement heureux d'être ici parce que vous êtes vraiment les forces vives de demain, et la médecine générale, moi c'est quelque chose que je pratique depuis 25 ans à Pleuhermel dans le Morbihan. J'ai été pendant 6 ans directeur du département de médecine générale à Rennes. Quand j'accueillais les internes, je leur disais, j'étais très sensible au discours tout à l'heure, je les accueillais en leur disant, quand vous arrivez à Rennes pour découvrir les études de médecine, on n'est pas là pour former des médecins généralistes. On est là pour former des médecins généralistes épanouis. Parce que c'est la seule chose qui compte, c'est que vous soyez bien. Et si vous êtes bien, ben vos patients ils iront bien. Votre famille aussi, enfin, tout votre environnement. Donc vraiment, à Rennes, notre leitmotiv, c'est le bien-être des étudiants. Et l'hypnose, c'est un moyen d'y arriver. Vous allez voir comment, on va en discuter. Là, avec Fabien, on va vous présenter très rapidement quelques diapos, juste pour brosser un petit peu le tableau, mais on va surtout répondre à vos questions. On va surtout vous proposer un petit temps, pourquoi pas, de découverte de ce que c'est que l'état d'hypnose, à voir un peu comment on va construire ça ensemble, puisqu'on a une bonne heure, 1 heure et quart ensemble. Donc moi, maintenant, je suis plus directeur, je suis directeur adjoint du DMG. Je me suis retiré pour pouvoir faire autre chose, notamment m'occuper du collège universitaire de médecine intégrative et thérapie complémentaire, qui est un collège universitaire mais interprofessionnel, puisqu'il y a des internistes, il y a des rhumatos, il y a des anesthésistes, il y a des gastros. En fait, il y a toutes les spécialités médicales où régulièrement on est un petit peu coincé avec notre médecine allopathique. On se retrouve avec des patients fibromyalgiques, on ne sait pas trop quoi faire. On se retrouve avec des algodystrophies, on se retrouve avec des pathologies qui devraient répondre à des traitements, puis finalement ça ne répond pas. Donc on est obligé d'aborder le problème autrement. Je suis aussi responsable du DU d'hypnose clinique et thérapeutique de Rennes. Et puis, j'organise des formations régulièrement, soit dans le cadre de la formation médicale continue, soit dans un centre que vous trouverez sur Hypnose Santé Formation. Fabien, si tu veux. Donc moi, je suis Fabien Besançon, je suis médecin généraliste depuis une petite dizaine d'années maintenant. Je me suis formé à l'hypnose juste après mon internat, tout au début, lors de mes premiers remplacements. Je voulais rebondir sur ce que tu disais à propos de la formation en forme des médecins généralistes épanouis. Effectivement, l'hypnose, c'est un outil qui est très utile pour accompagner, pour prendre en charge nos patients, et ça fait vraiment partie de cet épanouissement aussi à titre individuel, pour plein de raisons, parce que déjà c'est un outil supplémentaire quand on prend en charge les patients, et aussi pour soi, ça nous apporte énormément. Donc je me suis formé effectivement au cours de mes premiers remplacements. Ça fait maintenant, je pense, 7 ans, puisque c'était juste avant la naissance de mon fils. Ça m'a aussi aidé pour la naissance de mon fils et l'accompagnement. Et voilà. Et donc je suis également, je travaille chez FEMS Action, c'est un organisme de formation médicale continue où on organise des formations à l'hypnose. C'est effectivement là que j'ai fait mes premières formations sous forme de DPC, un DPC de 48 heures, enfin de 2 jours. Et après j'ai poursuivi ma formation au sein d'un organisme de formation, celui d'Eric, dont il parlait. Alors, il y a l'hypnose, effectivement, comme l'a dit Adrien, on en parle de plus en plus, on en parle dans les grands médias, on en parle en médecine. À Rennes, les internes peuvent assister à des cours de présentation de l'hypnose où ils apprennent des premières techniques de base qui peuvent les aider à accompagner des patients
dans leur consultation, que ce soit en stage ambulatoire ou à l'hôpital. Et en fait, c'est pendant le Covid que ça a vraiment un peu plus décollé, où il y avait énormément de souffrances qui remontaient de la part des internes dans cette période-là. Pas que des internes d'ailleurs, aussi des praticiens. Et c'est à ce moment-là que j'ai monté un petit enseignement en visio, puisqu'il n'y avait que ça, sur l'auto-hypnose. Comment pratiquer soi-même de l'auto-hypnose pour souffler un peu et pour aller mieux. Et c'est quelque chose qui a bien fonctionné. Et là, actuellement, je le propose aux internes de Guyane, à la demande du département de médecine générale de Guyane, puisque vous avez entendu les infos. Alors ça se calme un petit peu maintenant, mais le mois de novembre, décembre a été particulièrement chaud là-bas, dans les Antilles, avec des agressions de soignants pour des problèmes d'anti-vaccins, entre autres, passe vaccinaux. Donc c'est les internes de Guyane, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais de Guyane, Martinique et Guadeloupe ont bien adhéré aussi à ces découvertes. On va commencer très simplement. C'est quoi l'hypnose? La définition, il y en a plein. Il y a plein de définitions, il n'y en a pas une seule. La plus claire pour moi, la plus simple, c'est juste un état de conscience modifié. C'est-à-dire, c'est un état de conscience. On est conscient, on est bien éveillé, on est bien présent. Mon cortex, il est bien là. Mais en même temps, c'est modifié. Je suis un petit peu ailleurs. J'ai aussi une partie de mon esprit qui peut flotter, qui peut vagabonder ailleurs. Donc c'est bien un état de conscience, mais un état de conscience modifié. C'est pas du tout du sommeil. Et surtout, le plus important, c'est un état physiologique. Ça veut dire que la question, est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas hypnotisables, elle n'a pas de sens. Est-ce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas respirer? Est-ce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas dormir? Ben non, c'est physiologique. Et donc, tout le monde dans cette salle, vous connaissez l'état d'hypnose, vous le vivez plusieurs fois par jour même. J'espère que vous ne le vivrez pas trop pendant cette présentation. Ça voudrait dire que je vous ennuie vraiment, parce que l'ennui, c'est un excellent moyen de partir en hypnose. Il y a 2 conditions indispensables pour pouvoir découvrir ce que c'est, pour vivre un état d'hypnose. Ces 2 conditions, c'est de se sentir en sécurité et disponible. Quand vous conduisez votre voiture sur une route que vous connaissez bien, avec le régulateur, sur une longue distance, au bout d'un moment, vos pensées s'échappent, vous pouvez toujours conduire, vous êtes bien éveillé, mais en même temps, vous pouvez partir ailleurs. Si le camion devant freine, vous vous réassociez, vous pouvez réagir, parce que votre cerveau est entièrement en éveil. C'est très différent de l'état d'endormissement quand on a trop bu, quand on est fatigué et qu'on prend la route. Cet état où on part un peu en rêverie, vous l'avez aussi à chaque fois que vous êtes en cours et que vous vous ennuyez, vous décrochez. Le seul moment où vous n'allez pas décrocher, c'est si je vous dis au début, dans 5 minutes, je vais en interroger un. Donc voilà, là, toute l'attention va rester bien fixée. Mais dès que j'en interroge un, ça y est, tous les autres, ils partent. Jusqu'à ce que je dise, au fait, qu'est-ce que tu en penses? On revient. Et ces allers-retours, vous les connaissez très bien, vous les avez au cinéma, vous les avez quand vous lisez un livre, vous les avez quand vous êtes dans un groupe et que finalement vous vous intéressez pas trop, quand vous faites un footing, quand vous courez. Alors si vous courez sur une route que vous ne connaissez pas, vous allez être attentif. Mais si c'est votre circuit classique, ça se fait sans réfléchir. La sécurité, c'est ça. Si je suis, moi, qui habite dans la forêt de Brocéliande, si je vais sur le périphérique parisien, je ne suis pas du tout en sécurité. Donc même en conduisant, je ne vais pas du tout m'évader. Je vais regarder, il double même à droite, donc on va faire très attention. Si je suis entre Rennes et Pleuhermel, alors là, je me rends compte que j'arrive à la fac un petit peu comme ça. La disponibilité, c'est est-ce que je suis préoccupé par quelque chose ou pas? Si je suis préoccupé parce que j'attends un coup de fil, j'attends un SMS, je vais devoir dire quelque chose tout à l'heure et j'y réfléchis, je suis trop préoccupé pour pouvoir m'échapper un petit peu. Donc vous voyez que l'état d'hypnose, vous le connaissez, c'est cet état où on est un peu ici, un peu ailleurs, c'est ce qu'on va appeler la rêverie, être dans les nuages, être dans la lune. C'est toutes ces images. Donc 100% des personnes connaissent l'état d'hypnose. C'est physiologique, c'est chez tout le monde. On verra tout à l'heure comment ça se fait que certaines personnes disent « moi, ça n'a pas marché ». On verra pourquoi.
Bien sûr. Sur la notion de sécurité, c'est ce qui fait ce prérequis, c'est ce qui fait qu'en tant que médecin généraliste, en tant que médecin traitant, pour vous, ce sera super facile. Parce que les patients vous connaissent, ils viennent vous voir, ils ont confiance, ils savent à qui ils s'adressent à un soignant, même s'ils ne vous ont jamais vu auparavant parce que vous êtes remplaçant, parce que vous êtes l'interne, c'est pas grave, ils viennent voir un soignant. Si le soignant il est là, c'est déjà un gage de qualité, de sécurité pour lui. Et du coup, ça marchera. Quand vous faites de l'hypnose en tant que médecin généraliste, ça marche pour ça, parce que le patient se sent en sécurité. Et a priori, il est disponible. C'est lui qui a pris rendez-vous. Donc il a prévu de venir. Mais si j'ai une demi-heure de retard, ce qui peut parfois arriver, les gens peut-être ne sont plus disponibles à ce moment-là. Parce qu'eux, ils ont des enfants à aller chercher à l'école, ils ont d'autres choses qui les attendent. Ah, eh ben, tant pis pour moi, on ne va pas pouvoir faire un travail en hypnose. Ça va là, jusque-là? Alors, on n'est pas nombreux. Si vous avez des choses que je dis ou Fabien qui vous interpelle, ben vous nous interrompez tout de suite. Hein. On n'est pas là pour faire un cours magistral. Ça va aller très vite. Juste un petit rappel en neurophysio. En gros, on a 3 zones importantes dans le cerveau. La zone de la cognition, le cortex, hein, les substances grises, c'est le plus gros volume. Et puis au milieu, il y a le système limbique avec l'amygdale, c'est la zone des émotions. Et encore en dessous, il y a le tronc cérébral, le système reptilien. Là, c'est la zone des sensations et puis des réflexes archaïques. Manger, dormir, se reproduire. Tout ça, c'est, dès la naissance, on a un tronc cérébral, un système reptilien, un système limbique. Par contre, on n'a pas encore de cortex. Le petit bébé, il a quelques couches de cellules grises, mais il ne peut pas réfléchir. Il n'a pas encore la cognition. Ça va arriver au fil des années. Il va apprendre les mathématiques, le calcul, une langue étrangère. À 17 ans, on peut faire de la philosophie parce qu'on a le câblage pour, mais pas avant. C'est intéressant ça, parce que vous voyez déjà que ce que vit le petit enfant, ça va être impacté dans son cerveau, ça va être enregistré au niveau de son système limbique, au niveau des émotions. Ça veut dire que si on travaille autour des émotions, on va pouvoir aller toucher des choses très anciennes, alors que si on travaille au niveau de la cognition, de la réflexion, de l'analyse, on va être beaucoup plus limité. Donc ça vous donne un petit peu, ça va vous éclairer sur ce qu'on va faire après, en état d'hypnose. J'ai mis cette image parce que pour les étudiants en médecine, quand même, il faut des photos, il faut des dessins qui parlent. Ça, c'est des PET scans où on enregistre les zones du cerveau qui sont hypervascularisées en fonction des demandes. Sur les 2 coupes de gauche, l'imagerie mentale, on a demandé à un patient de penser à un moment qu'il choisit. Il choisit de penser, par exemple, à ses dernières vacances. Et on regarde la zone du cerveau qui travaille. Un peu plus tard, ce même patient, on induit ce qu'on appelle une transe hypnotique. Avec les patients, on va dire un voyage, hein, parce que le mot transe, il a quand même une connotation un peu vaudou, chaman et tout ça, on va éviter. Mais le terme scientifique, c'est ça, c'est la transe. On induit une transe hypnotique, et en lui suggérant de revivre ce même voyage, ses dernières vacances. Et on voit que ce n'est pas du tout les mêmes zones du cerveau qui travaillent. Ça, c'est extrêmement important, parce que ça montre bien que c'est pas simplement fermer les yeux et penser à quelque chose. C'est que selon comment ça se passe, notre cerveau ne travaille pas pareil. Donc on va avoir des nouvelles connexions qui vont pouvoir se mettre en place et des nouveaux comportements qui vont pouvoir s'instaurer. Quand vous êtes soumis à un état de stress, vous savez que vous avez une activation de votre hypothalamus, un déclenchement de tout le système orthosympathique, avec production d'adrénaline, de cortisol, pour vous défendre, pour réagir à cette situation, et vous en extraire. C'est super, on a un super outil pour ça. Ça marche très bien, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps, parce que vous savez aussi que ce sont des hormones qui sont toxiques pour nos cellules. C'est inflammatoire. Si on baigne tout le temps dans le cortisol ou dans l'adrénaline, nos cellules, elles n'aiment pas. Qu'est-ce qui s'est passé au moment du Covid ? On se retrouve dans une situation inédite, avec des informations qui arrivent
nouvelle, on n'a pas de perspective, une nouvelle maladie qu'on ne connaît pas, on ne sait pas la soigner et des gens meurent. On confine tout le monde, c'est une pandémie, ça se fait dans le monde entier, et nous les soignants on nous dit bah vous y allez, vous n'avez pas de masque, c'est pas grave, hein, mettez un mouchoir, hein, lavez-vous les mains, puis ça ira. Je me rappelle, je rentrais chez moi, je me mettais à poil dans l'arrière-cuisine avant d'aller dans la douche, avant de rentrer dans la maison, au cas où je ramènerais quelque chose à la maison. Ça a bien changé, aujourd'hui je vous parle sans masque, parce que j'estime que je suis quand même assez loin pour éviter de tous vous contaminer, et puis vous êtes a priori tous vaccinés comme moi. Mais vous voyez qu'on était dans un autre état d'esprit il y a 2 ans, rappelez-vous. Et donc là, vous êtes soumis, on était tous soumis à un état de stress, mais sans pouvoir en sortir, sans perspective. Et c'est là qu'on a commencé à avoir de plus en plus de souffrances psychiques, mais aussi physiques. Des maladies qui se sont redéveloppées, des maladies auto-immunes notamment, des maladies qu'on appelle psychosomatiques, des crises d'eczéma, de psoriasis, des choses comme ça. Qu'est-ce qui se passe en état d'hypnose? Eh bien, c'est l'inverse. C'est aussi une activation de l'hypothalamus, c'est là que ça se joue. Mais cette fois, on va neutraliser l'orthosympathique pour activer le parasympathique. Donc, on va avoir en permanence, dans ces temps-là, une production de sérotonine, de mélatonine, de gréline, de bêta-endorphine, tout ce qui est vachement agréable. Donc vous voyez que rien que le fait d'être en état d'hypnose, dans cet état de rêverie, ça permet ça. Et ça, c'est pour ça que c'est physiologique. Régulièrement, votre organisme, il en a besoin. Donc, à peu près toutes les 2h30, pouf, de toute façon, quoi qu'il se passe, vous avez une petite rupture, juste histoire de recharger un petit peu vos batteries avec autre chose. Et puis on retombe dans le stress, donc on continue. Mais si on décide soi-même, tiens, ben là je vais me prendre 3 minutes pour faire un peu d'auto-hypnose, pendant 3 minutes je vais avoir ça, mais vous savez aussi que ça ne s'arrête pas instantanément. Ça se prolonge pendant les heures qui viennent. Exactement comme la colère. 1 minute de colère, c'est 1 heure d'adrénaline derrière. Donc 3 minutes d'auto-hypnose, je ne vais pas vous dire que c'est 3 heures de sérotonine, mais c'est plus que 3 minutes de sérotonine, c'est un long moment. Et donc régulièrement, on peut avoir ces petites respirations psychiques là-haut qui vont nous faire du bien. Et du bien, pas que dans la tête, quoi, dans tout le corps. Et ça, c'est pas quelque chose qui est très compliqué, ça nécessite pas d'avoir fait un apprentissage de l'hypnose qui est très poussé pour pouvoir le mettre en pratique, c'est quelque chose qu'on apprend assez rapidement, qu'on peut apprendre à nos patients, et c'est quelque chose qui après peut être pratiqué régulièrement, y compris par les patients. Et juste ça, sans parler de thérapie par l'hypnose, de tout le reste, rien que ça fait du bien, ça vous fait du bien, ça fait du bien aux patients, et c'est bénéfique pour tout le monde. C'est ça que j'enseigne aux internes qui le souhaitent. Comment faire de l'auto-hypnose. Et quand on est dans cet état, une tâche va être moins pénible. L'intensité, elle diminue, mais ce n'est pas ça le plus important. C'est surtout la pénibilité qui change. Et c'est ça qui fait qu'une tâche, on n'a pas envie de la faire parce qu'elle devient compliquée, parce qu'elle est pénible. Ce n'est pas tellement l'intensité qui nous gêne. Exactement comme dans la douleur, vous savez qu'il y a plusieurs composantes dans la douleur. L'intensité, je sens bien qu'on me touche, mais ce n'est pas pénible. Ou au contraire, je sens qu'on me touche, et en plus c'est pénible. Alors si c'est pénible, ça fait mal. Si c'est pas pénible, bon, je sens juste que ça appuie, mais c'est tout. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Alors les champs d'application. On va tout brosser comme ça rapidement. On peut dire que c'est comme une pyramide. Tout en bas, on va aller du plus simple vers le haut au plus complexe. Aussi bien au plus complexe pour accompagner les gens. C'est-à-dire que ceux qui savent faire le haut, ils savent faire tout ce qu'il y a en dessous. Ceux qui savent faire le bas, ils ne peuvent pas faire ce qu'il y a au-dessus. On a dit l'état d'hypnose, il est spontané, il est physiologique. Voilà, ça c'est l'état de rêverie. Tout le monde, 100% des gens peuvent le faire. Après, on peut choisir. Il y en a parmi vous qui peuvent se dire, tiens, mais moi je vais prendre un temps pour moi, je vais faire de l'auto-hypnose. C'est-à-dire, je choisis moi, tout seul, de partir ailleurs. On va voir que c'est un peu différent de la pensée choisie. On verra pourquoi. Ce qu'on va appeler hypnose guidée, accompagnée par un thérapeute, c'est à partir de maintenant. D'abord, l'hypnoanesthésie, c'est le niveau le plus bas, le plus simple. Ce n'est pas du tout pour dénigrer les anesthésistes, mais c'est très simple à faire. Et ça, rien qu'avec une petite formation d'une journée, vous savez utiliser l'hypnose pour faire des petits gestes envers lesquels. Dans cette situation, c'est le thérapeute, le médecin, l'anesthésiste, l'infirmier anesthésiste,
qui guide le sujet pour qu'il parte ailleurs, puisque ça ne se fait pas spontanément. Un petit peu au-dessus, il y a l'hypnoanalgésie, les prises en charge des douleurs. Cette fois, on va ajouter à cette dissociation guidée, cette dissociation, partir un peu ailleurs, on va associer ce qu'on appelle la réification, c'est-à-dire chosifier le symptôme, chosifier la douleur, en faire une chose. C'est quoi cette douleur? Une douleur, c'est un peu un concept. Mais si on la transforme en quelque chose, un objet, un objet, je peux agir dessus. Et on va demander au patient, dans un état d'hypnose, de nous décrire un petit peu comment est cette douleur. Alors vous connaissez déjà dans l'anamnèse, ça vous chatouille ou ça vous gratouille, comme disait M. Knock. On a déjà des moyens d'explorer une douleur. Mais là, on va être plus précis. On va lui demander quelle est la couleur de cette douleur, quelle est sa forme, quelle est sa consistance, quelle est sa température, etc. Et une fois, j'ai une patiente qui travaille dans l'industrie agroalimentaire, qui avait un canal carpien bilatéral. Et bien, en hypnose, elle a trouvé que dans un poignet, elle avait un genre de noyau d'olive noir, ovale, dur, très dur. Bon, c'est ce qu'elle décrit, elle. De l'autre côté, c'était une épine, style épine d'acacia, très longue, une grosse épine noire. Donc vous voyez, elle a le même symptôme, on a les mêmes signes cliniques, mais elle a des représentations différentes. Et c'est les siennes. Et moi, je ne suis pas là pour dire c'est pas vrai, il n'y en a pas. Je ne vais pas passer une écho en disant je ne trouve pas d'épines et je ne trouve pas d'olive. Mais c'est sa représentation. La grande différence, c'est qu'une aiguille, on peut l'enlever. Une petite boule qui roule, on peut changer la couleur. On peut la diminuer. Si elle est chaude, on peut la mettre au frigo pour la refroidir. On peut la rouler. Enfin, on va avoir toute une créativité qui vont permettre de modifier, pendant ce petit temps de voyage en hypnose, de modifier le symptôme. Et ça va être l'étape hypnoanalgésie. Je peux ajouter quelque chose. Ça peut vous paraître un peu ésotérique quand on le raconte comme ça, mais c'est parce qu'on raisonne avec notre fonctionnement d'adulte, avec toutes les constructions mentales qu'on a, nos cognitions, le cerveau, le cortex dont tu parlais tout à l'heure. Mais voilà, si vous avez de jeunes enfants dans votre entourage, faites l'expérience quand vous avez un gamin de 5-6 ans qui se cogne la tête, demandez-lui de quelle couleur est sa douleur, et vous serez surpris, il vous répondra très naturellement, il vous dira une douleur. Il ne posera pas de questions. Voilà. Et nous, avec l'outil hypnose, ce qu'on se propose de faire, c'est de retrouver cette espèce de naturel de l'enfant qui permet de réifier finalement cette sensation pour pouvoir ensuite travailler dessus. Et les enfants le font très bien. Vous leur demandez, une fois qu'il a dit sa couleur de douleur, vous lui demandez de changer la couleur et il va aller tout de suite mieux. Mais ça marche vraiment très bien chez les enfants. Et avec l'hypnose, on refait ça chez les adultes. Donc vous voyez, on va voir, vous allez très vite comprendre quelles sont les applications dans nos cabinets ensuite, une fois que vous avez ça. Ces 2 points, hypnoanesthésie, hypnoanalgésie, c'est le niveau général de toutes les formations d'hypnose en France. Tous les DU permettent d'arriver là. Le DU qu'on fait à Rennes en ce moment, ça permet d'accéder à ce niveau-là. Ça permet c'est dans toutes les formations privées également, on arrive à ce niveau-là. Le dernier niveau, qui pour moi est un peu le Graal, et le seul truc qui m'intéresse vraiment, c'est l'hypnothérapie. L'hypnothérapie, c'est aller traiter les traumatismes qui sont à l'origine des symptômes d'aujourd'hui. Et pour ça, on va faire tout ce qu'on a fait avant, et on va rajouter un travail sur les émotions. Vous avez vu que les émotions, c'est ce qui était engrammé dans le système limbique, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous vivez une situation dans laquelle vous n'êtes pas bien, c'est juste parce que c'est aussi un écho d'un vieux truc. Ça, c'est connu depuis très longtemps, à part que quand on utilise, par exemple, les thérapies d'inspiration analytique, l'objectif, c'est de comprendre pourquoi, à chaque fois que je suis dans une salle où il y a du monde, je ne me sens pas bien. Et ça, je peux le comprendre. Ben oui, quand j'étais petit, j'étais enfermé à un moment dans un endroit, je n'ai pas pu sortir, et depuis, je ne suis pas bien. Je peux le comprendre. Mais ce n'est pas pour ça que je vais aller mieux. Tout ce que ça va m'aider à faire, c'est de l'évitement. Je vais éviter d'être dans des grandes salles, et puis voilà, ça ira bien. Déraillement du train de Brétigny-sur-Orge il y a une dizaine d'années, depuis, je ne peux plus prendre le train. Voilà, j'évite. Très bien. Pourquoi pas ?
Mais on peut aussi traiter ça autrement. Parce que la peur que j'ai là maintenant, on a un moyen de la modifier exactement comme on va modifier cette petite épine que j'ai dans mon poignet ou cette grosse boule rouge qui est dans mon épaule. Eh bien, on peut travailler dessus, mais que en état d'hypnose, quand on est un petit peu dissocié, pas quand on est là, attentif, conscient, bien présent. Là, ça marche pas. Si je dis, tiens, allez, je retire mon épine, bah, il se passe rien. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, vous voyez, la pyramide de l'hypnose, ça va vous permettre de voir aussi bien au niveau formation, si vous avez un jour envie de vous former, c'est quoi vos besoins dans tout ça? Jusqu'où vous voulez aider vos patients? Qu'est-ce que vous avez besoin de faire avec eux? Et puis, à titre personnel, si vous avez besoin, qui est-ce que vous allez voir? Demandez un petit peu quelle formation la personne a pu faire, jusqu'où il est allé, parce que c'est pas la même chose. Donc, les situations courantes, l'anesthésie, on a vu, on en a tous un petit peu à faire, hein, plus ou moins, bien sûr, ça dépend où on habite, mais des petites sutures, des vaccins, des infiltrations, pose et retrait d'implants, les stérilés. Bon, le stérilet, j'espère qu'il y en a qui ont déjà vu. Est-ce qu'il y en a qui ont assisté à des poses de stérilet en hypnose, en stage? Une, deux, quelques-uns, j'en vois pas trop d'autres, mais c'est assez étonnant. On peut voir on voit le col qui s'ouvre. C'est une anémone de mer. Et c'est vrai, et on s'y attend pas au début. Hein. Alors, il faut être un peu barré au début, je suis d'accord, mais on va parler au col. On parle pas tous les jours. D'habitude, on parle à la patiente. Mais si on s'adresse à son col, vous allez voir, vous aurez des surprises. Alors, vous pouvez rigoler, dire non, c'est des conneries, on va jamais faire ça. Vous perdez une chance. Mais si vous essayez, en étant formé bien évidemment, vous allez avoir des trucs assez surprenants. Et ça, c'est des phénomènes qui sont démontrés depuis plus d'une centaine d'années, enfin même 150 ans. Pavlov, c'est le début du XXe siècle. Pavlov fait énormément de travaux sur l'hypnose. Tokarski, dans les années 50 également. C'est lui qui a montré qu'on pouvait induire une coagulation sanguine simplement avec une abstraction intellectuelle, c'est-à-dire qu'au début, il a incisé l'oreille des patients et il leur a suggéré en hypnose que leur coagulation allait s'accélérer en même temps qu'il y avait le son d'un métronome. Tic-tac, tic-tac. Il a créé ce lien, cet ancrage, exactement comme Pavlov avec son réflexe salivaire, avec la clochette pour manger pour le chien. Un peu plus tard, on a à nouveau repris les patients, on a refait une incision, et c'était une étude randomisée. Certains patients, on leur a suggéré, sans leur parler cette fois de cicatrisation, on leur a juste fait entendre le son du métronome, qui était en lien avec les suggestions qu'ils avaient eues auparavant. Et on observe une diminution de une cicatrisation plus rapide. Troisième étape, on recommence l'expérience. Et cette fois, les patients, on ne leur met pas le métronome, on leur dit juste le mot métronome. Et ces patients à qui on dit le mot métronome, on observe une coagulation plus rapide. Ça, c'est des travaux qui ont été publiés il y a déjà une centaine d'années. J'ai un collègue néphrologue de Avignon que j'ai formé et qui m'a dit tiens, je vais essayer ça dans ma clinique, nous, parce qu'on pose des voix qui saignent beaucoup. Je dis mais c'est incroyable, ça marche. Du coup, il est allé voir le directeur de sa clinique en disant écoutez, il faut financer les formations d'hypnose parce qu'on économise des compresses, on économise du temps, on économise plein de choses. Donc il y a on a des capacités là-haut qu'on ne soupçonne pas, mais on peut les activer. Et l'hypnose est un moyen de le faire. Donc l'anesthésie, les douleurs chroniques, on l'a vu, dans nos cabinets, on a des patients qui ont des douleurs chroniques. On ne sait pas trop quoi faire, à part monter les antalgiques, en changeant les doses. Et puis il y a aussi toutes les maladies psychosomatiques. Personnellement, les patients que je préfère, c'est les fibromyalgiques, parce qu'avec eux, ils réparent tout seuls très vite ce qui se passe. Donc c'est assez rapide, assez spectaculaire. Mais les maladies les plus intéressantes, ça reste quand même les maladies auto-immunes. C'est quoi une maladie auto-immune? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fabrique tout seul mon propre agresseur.
comme un grand, j'ai besoin de personne. J'ai pas besoin d'un agent infectieux extérieur, j'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. Non, non, je fais ça tout seul comme un grand. Et ça pose de problème à personne dans la communauté médicale, qui ait des maladies auto-immunes. Par contre, quand on dit, si on peut se faire du mal tout seul, on peut aussi se guérir tout seul, alors là, ouh là là, ça non. Si, on peut aussi activer autre chose. Mais ça ne se fait pas, bien évidemment, en état de conscience. Moi, si j'ai mal à la tête, là, je vais prendre un Doliprane, et ça m'aidera. Ça marche aussi. Ça ne veut pas dire faire tout en hypnose. J'ai adoré le titre de cet atelier, c'est boîte à outils. La boîte à outils hypnose. C'est exactement ça. C'est un outil supplémentaire. En tant que généraliste, on vous l'a dit tout à l'heure, vous êtes des omnipraticiens. Vous pouvez tout faire. Donc vous pouvez prescrire des médicaments, prescrire des soins avec quelqu'un d'autre, un kiné. Vous pouvez prescrire des arrêts de travail pour soulager quelqu'un. Vous pouvez lui faire des infiltrations, des gestes techniques. Et vous pouvez aussi l'accompagner en hypnose. C'est une autre voie. Ce n'est pas la voie, c'est une autre voie. Et plus on a d'outils, plus on est efficace pour nos patients. Dernier petit point sur les patients. Tout à l'heure, on a dit qu'il y a 2 conditions indispensables pour être en état d'hypnose. On a dit c'est être en sécurité et disponible. Là, pour que le patient puisse faire un petit voyage en hypnose et être accompagné, il faut qu'il s'engage. S'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de prise en charge. En gros, je ne peux pas dire, tiens, toi tu montes et puis je vais te faire l'hypnose. Je m'appelle Ménère, je ne m'appelle pas Mesmer. C'est pas abracadabra et puis voilà. C'est si le sujet, le patient a besoin et a envie, s'il s'engage, ok, nous on fait juste que l'accompagner. C'est pas nous qui faisons, c'est le sujet qui fait. Donc vous voyez, on prend la personne dans sa globalité, pas simplement son bras, pas simplement son ventre ou sa thyroïde, dans sa globalité, mais c'est lui qui doit s'engager. Et la limite, elle est là. J'ai bien marqué, c'est pour le patient et le soignant. En gros, si moi je ne suis pas disponible, je suis préoccupé, je ne suis pas disponible pour ce patient, si je ne peux pas m'émerveiller de ce patient, ce n'est pas la peine que je cherche à l'accompagner. Donc la première chose, c'est que moi, en tant que soignant, en tant que médecin, entre chaque patient, et pas que en hypnose, je dois me rendre disponible et me poser la question, est-ce que je suis bien disponible pour aller chercher Madame Michu dans la salle d'attente là? Si oui, c'est bien, sinon, je vais faire pipi, je vais fumer une cigarette, je vais boire un café, je vais faire autre chose. Mais c'est pas la peine que j'aille la chercher tant que je suis pas disponible. Est-ce que je suis disponible pour elle? Ouais. Est-ce qu'on est en sécurité? Oui. Est-ce que je suis prêt à m'engager avec elle? Oui. Eh ben on y va. Et si le patient a la même chose, ça marche. Voilà, les formations, il y a 35 facs en France, il y a 18 diplômes d'université, donc vous voyez, on en trouve beaucoup. Souvent, ils sont très théoriques. Il y a des formations privées. Le mieux, c'est de demander à des gens qui ont fait les formations ce qu'ils en ont pensé et surtout qu'est-ce qu'ils font après avec. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire « je suis formé, mais je ne l'ai pas mis en pratique parce que je n'ai pas réussi à le mettre en pratique. » Bon, méfiez-vous. Normalement, une formation doit pouvoir l'utiliser. Et selon vos besoins, en fonction de jusqu'où vous voulez aller. Rappelez-vous, on ne fait en hypnose que ce qu'on sait faire sans hypnose. Ça, c'est le meilleur moyen de ne pas faire de bêtises. Donc, si vous adressez vos patients à des gens qui utilisent cet outil-là, vérifiez que ce soit des soignants diplômés d'État dans tous les cas. Un soignant, qu'il soit kiné, sage-femme, médecin, infirmier, orthophoniste, il a un diplôme d'État, il est soumis à une certaine éthique de soins, avec des ordres qui sont là pour vérifier qu'on respecte bien tout ça. Si vous allez voir un commercial, un enseignant, un ancien directeur sportif ou animateur sportif qui s'est formé en hypnose et qui a mis sa plaque hypnothérapeute, lui, il dépend du tribunal de commerce, il ne dépend pas du tout d'autre chose. Donc vos patients qui sont des gens vulnérables, parce que fragiles, parce que malades, eux, ils sont prêts à tout prendre, et là, ils peuvent tomber sur vraiment des gens qui ne sont pas du tout bienveillants. Donc, respectez cette règle d'adresser uniquement à des soignants. Ça ne veut pas dire que des non-soignants ne sont pas bien, ne sont pas gentils. Mais là, on ne sait pas trop sur qui on tombe. Un soignant qui est malveillant, on peut lui tomber dessus. Et sans parler de malveillance, on est soignant, qu'on soit infirmier, kiné, médecin, sage-femme.
On a appris à reconnaître un certain nombre de choses qui sont des signaux d'alerte. Quand on accompagne un patient, on peut être amené à observer ces signaux d'alerte. Le soignant, il saura faire ce qu'il faut derrière pour prendre en charge ce qu'il a observé, ce qui ne sera pas forcément le cas de quelqu'un qui n'est pas soignant et qui passera peut-être à côté de quelque chose de plus grave qui est en train de se passer, qui laissera repartir son patient, non pas dans un état d'hypnose qui n'est pas gérable, mais en train de faire une décompensation de quelque chose ou qui Une grossesse extra-utérine, par exemple. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Un truc tout con. Hein. J'ai mal au ventre, je ferais bien de l'hypnose pour ça. Je vais voir un hypnothérapeute. Ben oui, c'était une rupture, c'était une GU, ben pas de chance. Un médecin, il ne va pas passer à côté. Parce qu'il est avant tout médecin. Ça veut dire qu'il va poser un diagnostic. Et après, c'est dans la façon de traiter, d'accompagner, qu'il va pouvoir utiliser différents outils de sa boîte à outils. Et éventuellement l'hypnose. À Pleuhermel, où j'exerce, il y a 10 000 habitants. On est une dizaine de médecins. Ça varie toujours à plus ou moins un, mais on est autour de 10 médecins. Et sur les 10, il y a un moment, on était 6 à faire de l'hypnose. Donc vous voyez que c'était, dans notre secteur en tout cas, quand on parle d'hypnose, on n'est pas un hurluberlu. Les patients le savent et ça fait partie vraiment des soins courants. Voilà, c'était la petite présentation qu'on voulait vous faire. Puis maintenant, on va répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir. J'espère que je n'ai pas été trop long là-dessus. Non, c'est parfait. Merci beaucoup pour cette présentation en tout cas. J'espère que ça a suscité des volontés de questions. Alors nous avons un micro. Je laisse Charles, co-animateur, venir vers vous. Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui auraient des questions? Allez, il y a 2, 3. Bonjour et merci. Non, c'est bon. Il est ouvert. Non, non. Bonjour, merci beaucoup en tout cas pour cette présentation, c'était vraiment super intéressant. Moi j'avais une question un peu par rapport aux études. Est-ce qu'il y a des études cliniques qui prouvent l'efficacité de l'hypnose par exemple sur les symptômes de maladies auto-immunes par exemple? Alors, les études, il y a un rapport de l'INSERM qui est sorti en 2015, qui est très très bien fait, qui reprend un petit peu toutes les études qui existent en France et dans le monde, et qui les analyse pour voir sur quoi on peut vraiment se baser. Et si on se réfère aux publications, ben finalement l'hypnose, ça va être réduit aux douleurs dentaires chez l'enfant, à l'intestin irritable, à l'anesthésie, et à quelques douleurs. Voilà. Alors, à Rennes, là, en ce moment, on est en train de monter, on a monté un projet de recherche en ambulatoire sur le sevrage des benzodiazépines dans l'insomnie, en utilisant l'hypnose. C'est un travail sur 380 patients, dans la région de Tours et dans la région bretonne. C'est vachement compliqué de mettre en place cette étude, parce qu'elle est soutenue par le Centre d'investigation clinique du CHU de Rennes. On a des logistiques, on fait partie d'une équipe INSERM, je suis dans l'équipe INSERM 14-14. On a les compétences pour faire la recherche, mais après, il faut les financements pour ça. Et il n'y a pas grand monde à vouloir financer des travaux dans lesquels on va montrer qu'on peut se passer de médicaments. Donc si j'avais un nouveau produit pour montrer qu'on peut se sevrer des benzos, j'arriverais à le vendre. Là, c'est plus compliqué. Donc on est dans cette démarche. Il y a plusieurs travaux qui sont en cours. Ils vont tous dans le même sens, mais à chaque fois, on nous répond, ce sont des études pilotes, il faudrait plus de monde, il faudrait plus de temps. Donc aujourd'hui, elles ne sont pas publiées, ces études, mais ça commence. Donc on a présenté un travail au congrès du CNGE à Lille en décembre sur les critères nécessaires pour faire de la recherche dans les thérapies complexes comme l'hypnose, mais aussi comme la chirurgie. Pourquoi est-ce qu'on change de voie d'abord en chirurgie? Comment est-ce qu'on montre que c'est plus intéressant? Mais le premier temps, c'est d'abord de décrire et de publier la technique. Et ça, rien que ça n'existe pas. C'est-à-dire que la technique d'hypnose, il y en a plein. Plein. Quand on dit hypnose, ça ne veut rien dire en fait. Je vous dis, c'est état de conscience modifié, c'est un peu vague. Hein. C'est comme si je vous disais, je suis chirurgien. Vous diriez, il n'est pas généraliste, il n'est pas biologiste, il est chirurgien, ça veut dire qu'il va bosser dans un bloc, avec une casaque, avec un cialytique, avec quelqu'un qui lui pose des outils. Mais il fait quoi? Il est neurochirurgien, ORL, orthopédiste, obstétricien? Vous ne savez pas. Et tous ces gens-là sont des chirurgiens.
Donc si vous mettez un ORL, discuter avec un orthopédiste, ben, il ne parle pas de la même chose. Ben, l'hypnose, c'est un peu ça aujourd'hui, en France et dans le monde. Les techniques ne sont pas suffisamment expliquées, détaillées, pour être reproductibles, tout simplement. Donc on ne sait pas de quoi on parle. On prend des gens qui ont fait de l'hypnose, mais avec des thérapeutes différents, formés différemment, qui utilisent des techniques différentes, donc du coup les résultats ne sont pas analysables. Alors c'est ce qu'on est en train de faire. C'est le I de idéal, c'est innovation. Donc on est en train de publier, elle est en cours de traduction, parce qu'on cherche des publications internationales. Ensuite il y a le D, le développement, ça se fait par le biais des thèses que vous pouvez faire, des thèses qualitatives sur comment les gens vivent, que ce soit les soignants ou que ce soit les patients, comment est-ce qu'ils vivent l'accompagnement qu'ils ont eu, qu'est-ce que ça leur a apporté en termes de qualité de vie, il y a des échelles de qualité de vie qu'on peut utiliser. Ça, c'est la deuxième étape. Nous, on a des internes qui travaillent là-dessus à Rennes. Ensuite, le E, c'est l'expérimentation. Donc là, on va faire, ça c'est une étude pilote sur quelques dizaines de patients. Et avant de passer au A, assessment en anglais, où là, on va aller faire une étude randomisée de plus grande importance. Et le L, c'est long term, donc ça va être une étude de cohorte sur plusieurs années. Donc vous voyez que c'est tout un processus de recherche qui n'existe pas encore, qui n'est pas encore développé en France. Donc il y a très peu de publications. En attendant, vous savez aussi que c'est pas parce que c'est pas publié que ça n'existe pas. Il y a des tas de choses qui ne sont pas publiées et qui n'existent pas, qui ne sont pas publiées et qui existent. Donc on est encore un petit peu dans cet environnement-là. Quand tout le monde dit la même chose, quand tous les patients ont le même retour derrière, on peut se dire il y a quand même quelque chose qui se passe. Mais quoi, je ne sais pas. Des choses que je ne connais pas. Je rigolais parce que quand tu as cité le rapport de l'INSERM, ça me rappelait une histoire que je crois que je t'avais racontée. Alors, je te laisse la partie très scientifique de la validité des études. Là-dessus, c'est pas du tout mon domaine. Néanmoins, sur le côté très pratique, il y a je dirais 2 ou 3 ans, j'accompagnais une patiente qui était venue me voir. Je n'étais pas son médecin traitant. Elle était venue pour faire de l'hypnose pour une problématique qui lui appartenait. Et on a fait, je pense, 2 ou 3 séances. Et puis, il s'est trouvé que j'ai commencé à travailler sur un dossier de formation. Il fallait qu'on dépose une formation sur l'hypnose. Donc, j'ai fait un peu de bibliographie. Et je suis tombé, entre autres, sur ce rapport de l'INSERM, efficacité et sécurité de l'hypnose et de sa prise en charge. Et le rapport en lui-même est un peu décevant parce qu'effectivement, donc, on y dit que c'est pas très dangereux, mais c'est pas très efficace non plus. À part sur l'intestin irritable, il n'y a pas grand-chose qui ait démontré son efficacité. Mais bon, donc je le mets dans ma bibliographie et puis je laisse traîner le rapport sur un coin de bureau. Et puis un après-midi, je passe à côté, je me dis, mais il y a un truc qui attire mon regard. Et puis je regarde la liste des auteurs et je fais, oh merde! C'est la patiente qui venait me voir, qui était un des auteurs du rapport qui disait, ouais, c'est pas très efficace, mais elle avait fait le choix de venir me voir pour un accompagnement d'hypnose. C'est pas trop chronophage d'inclure l'hypnose dans des créneaux de consultation? Alors là, du coup, je réponds. Si on reprend un peu la pyramide que vous avez présentée, Eric, tout à l'heure, plus vous allez monter dans les niveaux de complexité d'accompagnement en hypnose. Alors, chronophage, je ne dirais pas le terme parce que, in fine, vous allez toujours gagner du temps. Le patient qui vient vous voir toutes les semaines, alors maintenant c'est un peu compliqué de venir voir son médecin généraliste toutes les semaines parce qu'on est un peu surbooké. Mais quand j'ai fait mes premiers remplacements, j'avais des patients comme ça qui venaient faire leur psychothérapie de soutien une fois par semaine et ça durait des mois. On gagne du temps puisque c'est des thérapies brèves, l'hypnose, et ça va prendre, c'est un minimum d'organisation parce que plus on monte, effectivement, l'hypnothérapie, faut s'organiser pour accompagner les patients. C'est des patients qu'on va revoir 3 fois, 4 fois, parfois 5 fois. Donc il faut être en mesure de les recevoir 5 fois d'affilée dans un délai de temps qui est raisonnable. Donc ça demande de l'organisation et c'est sûr que c'est pas quelque chose que vous pouvez faire facilement quand vous êtes interne ou remplaçant, que vous êtes en stage, que vous bougez beaucoup, que vous êtes là de façon ponctuelle ou en pointillé. Néanmoins, il y a des choses beaucoup plus simples que vous pouvez faire et que vous pouvez intégrer très facilement dans vos consultations. Et c'est tout ce qui est les petits gestes, quand vous faites un vaccin à un gamin, quand vous posez un stérilet, quand vous posez un implant. Tout ça, il n'y a pas besoin d'avoir prévu des créneaux dédiés à l'hypnose dans vos plannings. C'est des choses que vous intégrez très facilement et très rapidement dans vos consultations habituelles. Et puis, je rajouterais juste que
Il y a les temps d'anesthésie, effectivement, ça se fait. Moi, j'ai une vidéo que je montre régulièrement d'infiltration, ça me prend 3 minutes. 3 minutes, et c'est le temps que je mets à préparer mes produits et à désinfecter. C'est simplement mon discours qui est différent à ce moment-là. Mais même pendant le temps d'un examen clinique, sur la table d'examen, quand je palpe un ventre, je peux dire ce que moi je sens, mais je peux demander au patient aussi, vous voulez bien laisser vos yeux se fermer un petit peu là ? Le patient, il n'a pas de raison de me dire non, il laisse ses yeux se fermer. Et je lui dis, vous pouvez aller voir un peu, vous, à l'intérieur de votre ventre, comment c'est ? C'est quoi la couleur là qui prédomine en ce moment ? Eh bien, je vais avoir une réponse. Et les gens, ça les surprend d'ailleurs, parce qu'ils ne se sont jamais posé ce genre de questions. Et donc, le fait que je leur pose la question, ça les surprend, ça leur permet de se dissocier. Et à ce moment-là, on va pouvoir travailler, parce que s'ils me disent, bah, c'est bleu, par exemple, je sais pas, moi, je vais leur demander, c'est normal comme couleur ? Alors, il y en a qui disent, bah, je sais pas. Puis, il y en a qui me disent, ah non, ça devrait être, je sais pas, rose ou blanc. Je dis, bah, changez-la cette couleur. Vous pouvez agir. Et en fait, le principe du travail en hypnose, ça va être de redonner la main au patient. Il devient acteur de ce qui lui arrive. Il participe lui aussi à son soin. Et ça change beaucoup de choses. Et on n'est pas obligé de faire une séance complète. Ça me prend 1 minute de faire ce genre de truc. Et je vais en rester là. Je ne vais pas faire une séance d'hypnose, mais je vais l'aider un petit peu. Est-ce qu'il existe une cotation pour faire des séances d'hypnose en cabinet ? Non. Si. Mais, en fait, il a raison. Il y en a une. Il y a une cotation qui existe dans la CCAM, mais elle est utilisable uniquement en milieu hospitalier, et la valeur, c'est 0. Donc voilà, en pratique, on peut dire qu'il n'y en a pas. Après, pour répondre plus précisément, quand vous allez utiliser l'outil hypnose pour poser un stérilet à un implant, ça va vous faire gagner du temps, ça va vous faire gagner du confort. Donc bon, finalement, vous êtes gagnant. Après, effectivement, par contre, quand on fait un accompagnement en hypnose sur une thérapie, là, on propose au patient et soit ce sont des dépassements d'honoraires, soit on lui propose une prise en charge hors nomenclature et donc il règle, il n'est pas forcément remboursé. Il y a de plus en plus de mutuelles maintenant qui prennent quand même en charge l'hypnose et donc si vous faites une facture, le patient peut se faire rembourser par sa mutuelle. Une question devant toi, Charles. Et après, effectivement, on pourra aller vers le haut, on a le temps. Je sais pas si ça marche. Moi, je me posais une question par rapport à des troubles plutôt psychologiques, psychiatriques, notamment sur l'anxiété. Je me demandais à quel point est-ce que l'hypnose était possible, sachant que le problème avec l'anxiété, c'est justement qu'on n'est jamais vraiment disponible, on n'est jamais vraiment présent. Est-ce qu'il y a des applications dans ces cas-là ? C'est une très bonne question, et c'est très facile, parce que ce qui va aider le patient à faire un voyage en hypnose, on reprend les 3 conditions, disponibilité, sécurité, engagement. La sécurité, il va falloir qu'on augmente encore plus. Ça veut dire que le patient, il doit se sentir vraiment bien, en sécurité avec nous. Donc à nous de nous ouvrir suffisamment pour l'accueillir. Et à ce moment-là, ça passe. Parce que la disponibilité qu'il a par son anxiété, il ne l'a pas 100% du temps. Il y a des moments, mais quand il vient poser son sac sur notre bureau, là, il est disponible et il a besoin et il a envie. Donc là, on peut l'accompagner. Moi, quand j'ai commencé mon exercice, je disais aux gens, allez, posez tout sur la table, videz votre sac. Et puis, les gens me disaient après, ah, ça m'a fait du bien de vous dire tout ça. Ouais, enfin, moi, je repars avec, quoi. Hein. Moi, je rentre chez moi avec tous les sévices que les gens ont vécu dans la journée. Et en hypnose, ils n'ont pas besoin de me le raconter. Donc, c'est plus reposant pour moi aussi. Hein, c'est très différent. Et c'est parce qu'ils n'ont pas besoin de me le raconter qu'ils vont pouvoir s'autoriser à vivre des expériences qu'ils ne pourraient pas vivre s'ils devaient me le dire. En gros, imaginons que quelqu'un, ça arrive jamais, mais quelqu'un aurait eu son père qui le bat parce qu'il a trop bu. C'est pas le genre de choses qu'on a forcément envie de raconter. Et avant de déposer ça à un thérapeute, il faut vraiment être en confiance avec lui. Moi, comme je ne lui demanderai pas et qu'il n'aura pas besoin de me le dire, bing, c'est directement là qu'il va aller dans son travail en hypnose.
La différence, c'est qu'en hypnothérapie, il va pouvoir aller modifier cet événement, écrire un autre scénario qui lui convient à lui. C'est pas, moi, je ne sais pas de quoi il s'agit, donc je ne peux pas lui donner de solution. Mais lui, il a une solution qu'il n'a pas pu trouver parce qu'il avait 5 ans, alors qu'aujourd'hui, il en a 40, il en a 25, et il va pouvoir trouver sa solution. Ça engramme autre chose dans le cerveau. Ce qui fait que ça va dégonfler son ballon. L'événement est toujours là, mais il n'a plus la même importance émotionnelle. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il va moins être impacté par l'environnement de tous les jours. Pour répondre aussi à la question, le patient, il vient vous voir pour faire de l'hypnose déjà. Enfin, pour faire de l'hypnose, vous lui proposez, mais quand il décide de faire de l'hypnose, il l'a choisi. Donc déjà, ça le rassure. La deuxième chose, c'est qu'on commence toujours nos accompagnements par un temps d'échange avec le patient où il peut poser ses questions. Souvent, effectivement, ils ont des représentations. Est-ce que je vais dormir? Est-ce que je vais garder le contrôle? Est-ce que... Voilà. Donc on répond à ces interrogations-là. On les rassure également, ce que tu disais Eric, hein, c'est que nous on n'est pas dans leur tête, on ne sait pas ce qui se passe, et s'il y a des choses sur lesquelles ils ont besoin de travailler, on n'a pas besoin d'être au courant, on n'a pas besoin de le savoir, on va quand même faire ce travail-là. À aucun moment on leur pose des questions sur le contenu, on est là pour les guider, pour les accompagner. Et la dernière chose, c'est qu'on a des outils au cours de notre accompagnement, quand on sent que le patient justement ne se sent pas suffisamment en sécurité, pour le sécuriser davantage. Et donc on a des éléments de langage, on a des techniques pour rassurer le patient sur voilà, ça va bien se passer, on est là, on est en sécurité, et voilà. Pour compléter, quand tu dis c'est vrai qu'on n'a pas besoin de savoir. À Rennes, je suis connu par les internes pour pratiquer l'hypnose. D'ailleurs, à un moment, je commençais même mes cours avec 3-4 minutes d'hypnose, et quand je rentrais dans la salle, j'entendais « Ah, séminaire, on va voir d'hypnose ». Et puis, du coup, j'ai des internes d'autres spécialités qui ne me connaissent pas, mais qui m'ont appelé. Ils m'ont dit, une copine m'a dit que peut-être vous pourriez m'aider, mais c'est vrai qu'on n'est pas obligé de vous dire ce qu'on a. Je dis, ah oui, j'ai pas besoin de savoir. Et j'ai accompagné des internes de chirurgie, des internes d'autres spécialités. Je ne sais pas pourquoi ils venaient. J'ai pas leur motif de consultation. Mais eux, ils vont bien. Et quand je les recroise après, ils me disent, ah, c'était super, ça va vraiment bien. Je dis, tant mieux, mais c'est vous qui avez fait le travail. Moi, non. Moi, je suis un catalyseur. D'accord ? Je permets juste, par des éléments de langage et de présence, surtout de présence et d'intention, c'est-à-dire ça ne peut pas être un ordinateur qui fait ça, ça ne peut pas être un enregistrement sur YouTube, ça existe, mais il n'y a pas de lien. Elle est où l'intention, là ? Il est où le lien thérapeutique ? Il n'existe pas. Donc, quand on est en lien avec l'autre et qu'on a une intention qu'il aille mieux, avec cet outil-là qui va nous permettre de parler un petit peu autrement, d'être avec lui autrement, hop, ça l'embarque et ça va lui permettre de résoudre des trucs qu'il n'arrive pas à résoudre en conscience. On va essayer d'aller juste vers le fond un petit. Qui est-ce qui a... Je sais pas qui est-ce qui avait levé la main. Oui, je crois que c'est ça. Et on reviendra juste après devant, il n'y a pas de problème. Alors c'était pas aussi haut Charles, mais juste... Bon, on va prendre les deux questions et on viendra en bas. Bon, déjà, merci pour cette formation. Enfin, c'était hyper intéressant et vous avez su rendre ça très scientifique et très rationnel. Donc, on est ultra pragmatique comme moi, c'est assez rassurant. Alors, on parle souvent de l'hypnose dans les douleurs chroniques. Est-ce que ça peut avoir un intérêt aussi dans des douleurs aiguës ? Je pense, pour donner un exemple très concret, il y a 2 semaines, j'étais de garde, j'ai été appelé en urgence pour une hématurie traumatique. Le patient avait arraché sa sonde, il était hyper angoissé, ça pissait le sang partout, il était hyper douloureux. Je lui ai fait une titration morphinique et malgré ça, il paraissait pas du tout soulagé. Est-ce que dans cette situation, l'hypnose aurait pu avoir un intérêt, ou est-ce qu'on est dans une telle situation de douleur hyper intense, hyper aiguë et de stress qu'au final les conditions que vous décriviez, à savoir sécurité, disponibilité, engagement, ne sont pas réunies pour faire de l'hypnose? Alors,
D'une manière générale, plus la situation est urgente et grave, plus le patient a besoin de s'en extraire parce qu'elle est terrible à vivre pour lui, et plus il va se saisir de l'outil hypnose pour se sauver de cet endroit qui est terrible pour lui. Donc oui, ça marche d'autant mieux que enfin tu cites toujours hein, l'incarcération. La désincarcération d'un accident de la voie publique, c'est l'endroit le plus facile pour faire de l'hypnose. Et c'est pas l'endroit le plus cool, hein. On est d'accord. Il n'y a pas la petite lumière tamisée, la musique nature et découverte et compagnie, hein. Non, il y a le tableau de bord qui broie les jambes, il y a les gyrophares partout, il pleut, on se dit que la voiture va peut-être brûler. Et là, il y a un pompier qui se glisse à côté qui dit « ça te dirait pas d'aller ailleurs ?» Ah si, tout de suite, je me barre. Tout de suite. C'est ça qui se passe dans la vraie vie. C'est comme ça que ça se passe. Donc là, dans cette situation, effectivement, le patient, on peut l'emmener ailleurs, mais pour ça, il faut quand même qu'il se sente suffisamment bien avec nous. C'est-à-dire que si moi j'arrive avec ma blouse blanche, avec mon air de cow-boy, en disant « bon allez, on y va », non, il ne se passera rien. C'est mon attention à lui, je peux le dire, c'est mon amour pour ce patient qui va créer un lien suffisant pour qu'il soit suffisamment en sécurité pour suivre ce que je vais lui proposer. Et là, ça marche. J'ai accompagné, moi je fais des gardes d'effecteurs mobiles de nuit, dans une maison de retraite, un patient anglais qui hurlait, il voulait que je fasse une prescription pour l'attacher. Et en fait, j'ai juste demandé au patient de quelle région il venait. Il m'a dit du Yorkshire. Il parlait en anglais. Et je lui ai juste demandé avec mon anglais de base, hein, ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé là-bas? Alors, il me disait, ça faisait 10 ou 15 ans. Je dis, ça vous dirait d'y aller? Ah oui, laissez les yeux se fermer. Pouf, il est parti. Je lui ai proposé un petit voyage dans son pays, que je ne connais pas. J'ai pas besoin de le connaître pour le guider. Ça a suffi pour l'apaiser, pour le calmer. Les deux aides-soignantes, poum, avaient les yeux comme ça. Elles me disent, mais on peut faire ça nous aussi? Je dis, oui, c'est facile, vous voyez comment je lui parle. Et donc, les situations aiguës, c'est très intéressant. Parce que les gens, ils sont vraiment mal, quoi. C'est même plus facile que dans les situations qu'on est. La seule limite dans ces situations-là, ce sera la vôtre. Hein. C'est parce que vous vous sentirez ridicule, vous vous sentirez pas à l'aise, vous allez vous dire ça va pas marcher, parce qu'il y a tellement mal que ça va pas marcher. Si déjà vous êtes persuadé de ce que vous êtes en train de faire, ça va fonctionner. Et c'est la même chose quand vous mettez en application, vous faites une formation d'une journée, une formation de découverte, hypnose, on vous apprend 2-3 trucs. Vous retournez le lundi au cabinet et la limite ça va être la vôtre parce que vous allez vous sentir ridicule, vous allez vous dire mais si je parle comme ça, ils vont me regarder bizarrement, ils m'ont jamais entendu parler comme ça. C'est vous la limite en fait. Donc j'ai une petite question aussi. C'était pour rebondir sur le fait qu'il y avait une absence de standardisation sur l'hypnose. Et je voulais savoir à quel point les différentes thérapies complémentaires, par exemple tout ce qui est thérapie pleine conscience par exemple, se rapprochent de l'hypnose parce qu'ils ont tendance à se séparer alors qu'il semblerait qu'il y ait comme des similitudes. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Je te laisserai répondre sur la deuxième partie. Je voulais juste dire un truc sur la standardisation de l'hypnose. Il y a un truc dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle l'EMDR. Je pense que vous en avez tous entendu parler, qui est en fait une technique dérivée de l'hypnose qui repose sur les mouvements oculaires. Et en fait, quand on applique l'EMDR tel que on est censé l'appliquer, c'est un protocole qui est très 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 précis et très guidé. On ne peut pas en déroger. Et bizarrement, on a quand même des études qui montrent que c'est très efficace. Mais parce que c'est facile de faire des études quand on a un protocole qui est très strict. Il nous manque juste le protocole de départ. Donc c'est pour ça que nous, on a arrêté de vouloir faire des grandes études déjà randomisées qui sont très... avec beaucoup d'enthousiasme, mais qui sont très hautes. On est revenu à la base, à publier déjà la méthode. Et quand la méthode sera publiée, on pourra s'appuyer sur cette méthode pour faire les études. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'était... Sur les thérapies pleine conscience. Ah oui, exact. Ça, ouais. Bon, je pense que globalement, c'est à peu près la même chose. C'est plutôt dans l'esprit que ça change. Là, du coup, j'ai une femme qui est psychomotricienne. Alors, le psychomote, il bouge tout le temps. Donc, j'ai appris à bouger, à sortir de mon fauteuil. Ça va être calme. Juste pour vous le mettre un petit peu encore. En gros, il y en a qui font de la méditation pleine conscience déjà ici, qui connaissent un petit peu. Bon, classiquement, on va vous demander
de vous centrer sur ici et maintenant. Et pour ça, on va vous demander de respirer et de vous centrer sur votre respiration. Donc il y a bien une focalisation sur autre chose, comme en hypnose. En hypnose, je vais vous demander de fixer un point ou de laisser les yeux se fermer pour évoquer autre chose. En tout cas, c'est une histoire de focalisation. Dans la méditation, c'est une focalisation sur ce qui se passe ici et maintenant. Cette inspiration, cette expiration. Et puis, si j'ai une idée qui arrive, je la laisse passer comme un nuage. Moi, je reste ici. Ça sert à se rassembler et c'est très intéressant, très utile. Eh bien, en hypnose, c'est l'inverse. C'est-à-dire que je vais rester là, mais si j'ai une idée qui arrive, je vais aller par là. Oh, puis je peux même aller par là. Oh, puis je peux aller par là. Et en fait, au lieu de rester ici et maintenant, je vais pouvoir aller demain, hier, ou sur le côté, regarder les choses un petit peu autrement. Donc le concept est différent. Après, il n'y a pas de travaux qui comparent l'un à l'autre sur le plan d'imagerie. Je pense que ça ne doit pas être très différent. Je pense que les gens vont bien aussi dans les deux cas. C'est juste des techniques différentes. Il n'y a pas une technique géniale et les autres c'est de la merde. C'est pas ça du tout. C'est que on étudie ce qu'on peut. Et la méditation pleine conscience, c'est codifié. Donc, on peut l'étudier. La TCC, les thérapies cognitivo-comportementales, c'est très codifié. C'est tellement codifié que c'est chiant et qu'il n'y a pas grand monde qui en fait du coup. Et c'est long. Mais c'est codifié, donc on peut le reproduire. Et donc, l'HAS, aujourd'hui, va proposer, va recommander la TCC dans les sevrages de benzo. À part que ça marche qu'à 3 mois, et que tout marche à 3 mois, mais au moins, ils l'ont montré. Et en hypnose, on n'a rien montré. Alors sur la TCC, dans l'organisme pour lequel je bosse, on organise des formations en TCC. Les thérapeutes qui font de la TCC commencent à intégrer l'hypnose et ils ne parlent plus de TCC mais de TCCE et ils incorporent la composante émotionnelle dans leur accompagnement en TCC. Donc ils font de l'hypnose. Ce que je voulais dire aussi, oui, c'était sur la méditation. Après, ça va dépendre aussi un petit peu de vous et du patient. Il y a des gens, le ici et maintenant, c'est pas possible, quoi. Ils tiennent pas en place. Et quand on leur dit, ils peuvent regarder l'émotion passer ou je sais pas trop quoi, et puis voilà, et puis c'est pas grave. Non, ils ont l'esprit qui vagabonde, ils sont à droite, à gauche, ils courent dans tous les sens. Eux, l'hypnose, c'est mieux pour eux. Voilà, c'est aussi une question de caractère, du vôtre en tant que thérapeute et aussi de celui du patient. D'autres questions ? Il y a 2 questions en bas, Charles. S'il faut que tu redescendes. Je vais juste respecter Madame en rouge. Il y a Madame qui attendait et après Madame en juste devant toi, Charles. Non, mais c'est ça. Juste là. Charles, derrière toi. Là. Laissez. Bonjour. Moi, je ne connais pas du tout le principe de l'hypnose. Bon, là, vous nous avez un peu plus éclairé sur la question. Mais je me demandais, dans la pratique, au cabinet, comment est-ce que se déroule une consultation d'hypnose ? Ça dépend de ce qu'on veut faire. Si c'est juste pour faire un petit geste pour accompagner, pour poser un stérilet ou un implant, tu le disais, mais moi c'est pareil, quand je pose un stérilet, pendant que la patiente s'installe, moi je sors mon matériel et puis ça va être de l'hypnose conversationnelle. Donc on va choisir des mots, on va choisir une façon de s'exprimer, une vitesse d'élocution qui va déjà être différente et qui va commencer à amener le patient dans un état de transe hypnotique. Et après, pendant qu'on fait le geste, on va continuer à lui parler, on va être présent. Mais voilà, ça c'est simplement pour les petits gestes. Après, si on veut faire une séance si on veut faire de l'hypnothérapie, moi je prévois une demi-heure. Avec le patient, on fixe un nombre de séances, 3 à 5 séances, des fois moins, rarement plus, même rarement au-delà de 3 d'ailleurs. Et puis voilà, tout simplement, le patient arrive et puis on commence la séance. Après, je ne sais pas si tu veux qu'on rentre plus dans le détail, mais globalement, c'est comme ça que ça se passe. Alors, le cadre fait partie du conditionnement, en fait. Et d'ailleurs, la plupart du temps, une fois qu'on a fait une séance,
Alors moi maintenant c'est le grand luxe, hein, j'ai un cabinet qui fait 25 mètres carrés, donc j'ai 2 fauteuils qui sont dédiés à l'hypnose. À partir du moment où le patient il s'assoit dans le fauteuil, il part en hypnose, j'ai rien besoin de dire, donc il est conditionné. Mais la première fois, oui, il y a un cadre, on lui explique ce cadre-là, et c'est ce cadre qui fait qu'effectivement il va se sentir en sécurité. Le cadre, c'est déjà le cadre de ton cabinet, c'est surtout un cadre de temps. Enfin, la personne doit être en sécurité. Donc, il sait que si on lui dit que la séance va durer 20 minutes sur une durée de consultation de 30 minutes, moi je vois des patients tous les quarts d'heure. Ben, quand c'est une demande d'hypnose, les secrétaires elles mettent 30 minutes. Donc ça alterne, 30 minutes, 15 minutes pour un patient qui vient renouveler ses traitements, pour un diabétique, pour un hypertendu, pour un enfant malade, et puis, pof, à nouveau une demi-heure pour une séance formelle. Et là, c'est moi qui fixe le temps. Après, que ce soit dans un fauteuil dédié ou pas, c'est pas très important. L'important, c'est vrai que c'est plus facile de garder toujours le même. Moi, pendant un long moment, je passais mon fauteuil. Les patients, en général, dans les cabinets, j'ai souvent observé ça, ils sont assis sur des chaises. Et le docteur, il est dans un bon fauteuil en cuir, avec des roulettes, avec un dossier. Ben moi, je leur passais mon fauteuil en leur disant, tenez, asseyez-vous là, ça c'est le fauteuil de celui qui travaille. Comme ça, les choses étaient bien posées. Et moi, je me mettais sur la chaise. C'est d'habitude, dans la situation habituelle, c'est moi qui réfléchis, qui pense, qu'est-ce que c'est comme syndrome, c'est quoi la maladie, qu'est-ce que je vais proposer comme traitement, comme examen. Ouh, là maintenant, attendez, je vous remets, c'est vous qui allez vous mettre dans le fauteuil, c'est vous qui allez bosser. Et juste le fait de faire ça, ce cadre-là suffisait. Ça répond à ta question ? Il n'y a pas besoin de matériel pour faire de l'hypnose. Pas besoin de musique, pas de plaid, exactement. pas C'est la simple présence et le lien qu'on a avec le patient qui permet de faire cet accompagnement en hypnose. Après, voilà, moi le matériel, je m'en sers, c'est juste qu'on a toujours des patients qui sont qui ont des freins, qui ont des résistances. Moi, mes histoires de fauteuil, simplement, quand ils arrivent, je leur dis, bon voilà, je vous laisse vous installer, vous choisissez le fauteuil que vous voulez, il y en a un qui est peut-être un peu plus confortable que l'autre. Et en fait, simplement, ils ont pas compris quand on avait commencé la séance, mais sauf que moi, j'ai déjà commencé du coup à induire la transe, et ça nous permet des fois de lever certains freins. Mais voilà, on peut le faire sans matériel du tout. Bonjour. Alors moi je me demandais si l'hypnothérapie avait des contre-indications par exemple pour certains troubles psychiatriques, démence, et il pouvait y avoir des effets indésirables. Enfin, je me demandais si on allait avoir cette question quand même. C'est une très bonne question. Alors les effets indésirables, non, il n'y en a pas. Il y a des gens qui parfois peuvent se sentir moins bien après une séance parce que le thérapeute n'aura pas été suffisamment fin pour accompagner leur souffrance. Mais ce n'est pas spécifique à l'hypnose. Il y a plein de patients qui sortent d'un cabinet médical et qui ne sont pas très bien non plus. Quand ils ont une annonce de mauvaise nouvelle inadaptée, ça je suis sûr que vous en avez tous vu, etc. etc. Donc là, ça ne fait pas partie des choses qui sont décrites, les effets indésirables. Contre-indication, il y en a une seule, et c'est une contre-indication relative. Ce n'est même pas une contre-indication absolue. C'est le patient en phase délirante. Tout simplement parce qu'il n'est pas en lien, on ne peut pas être en lien avec lui. C'est juste parce qu'on n'a pas cette relation avec lui. Or, ce n'est pas quelque chose que moi je fais, c'est quelque chose qui se passe dans notre relation à tous les deux. Donc si le patient n'est pas engagé, eh ben, il ne peut rien se passer. Et s'il n'est pas avec moi, il ne peut rien se passer. Donc c'est la seule situation, un patient schizophrène, sous-neuroleptique, équilibré, qui dit j'aimerais bien aller mieux, j'aimerais bien changer, pouvoir baisser un peu mes traitements, me sentir un peu mieux. Moi, ça ne me pose aucun problème de l'accompagner. Et même de diminuer ses neuroleptiques pour pouvoir l'accompagner plus facilement. Parce que les neuroleptiques, c'est le but. Hein. Ça tasse un peu quand même. Hein. On a le visage un peu figé, la langue qui pend. Et, bon. Donc, difficile d'être en lien, des fois. Mais dès qu'on les diminue, hop, ça y est, c'est plus facile. Mais si le patient est en phase délirante, ben là, on ne peut rien faire. Si je ne peux pas être en lien avec lui. C'est la seule contre-indication. Et c'est rare. Moi, dans ma pratique, les seuls patients pour lesquels c'est pas que j'ai des freins ou des limites, hein, c'est quand ils viennent me voir pour une plainte psychosomatique qui traîne depuis un moment, je m'assure de savoir s'il n'y a pas une autre prise en charge à côté en même temps. Pour ne pas interférer, ça peut être un peu compliqué quand il y a le psychologue d'un côté, le psychiatre de l'autre.
voire même d'autres types de thérapies. On se marche un peu sur les pieds. Donc voilà, moi ça ne me dérange pas, mais je demande simplement où est-ce qu'ils en sont de ces prises en charge-là pour qu'on ne soit pas plusieurs à remuer la même chose ou des choses différentes en même temps et qu'on n'interfère pas les uns avec les autres. Ce qui se passe aussi dans d'autres pratiques plus simples. Ok, alors il reste une dizaine de minutes avant la pause. Vous pourrez aller manger. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Je crois que j'ai vu des questions, des mains se lever, mais je ne vois pas très bien au fond. Il y a une question à nous. J'avais juste une question sur la dissociation, parce que c'est un terme qu'on utilise beaucoup dans le syndrome de stress post-traumatique. Est-ce que c'est la même dissociation? Et dans ce cas-là, est-ce qu'on peut avoir aussi des conséquences du même genre à cause de l'hypnose? C'est exactement la même chose. C'est exactement le même mécanisme. Dans le stress post-traumatique, c'est une dissociation protectrice. C'est pour se protéger de cet enfer dans lequel on est que, pouf, on décroche. Eh bien, on va utiliser cet état de dissociation pour se réassocier, mais en corrigeant ce qui a besoin de corriger. Parce que sinon, ça serait insupportable, bien évidemment. Mais c'est le même mécanisme que celui qui se fait quand on disjoncte, en fait. Et donc l'hypnose peut être super utile dans les syndromes de stress post-traumatique. Exactement. Et ça, c'est extrêmement rapide. Le Bataclan, bon, moi j'habite en Bretagne, j'habite même pas à Rennes, j'habite après Rennes. J'ai quand même vu 2 patients qui venaient parce qu'ils avaient été témoins de ce qui se passait là-bas. Ils n'avaient pas été dans les attentats, mais ils habitaient dans la rue, ils étaient de passage dans le quartier. C'est assez étonnant, spectaculaire. Et une interne qui était en formation habitait dans la rue du Bataclan. Et elle aussi, depuis, ça faisait 1 an et demi que ça s'était passé, elle faisait de l'évitement tout le temps. Elle ne pouvait plus passer devant. Donc quand elle devait, de sa rue, aller de l'autre côté, elle faisait tout un grand tour par derrière pour ne pas passer devant le bâtiment. On a fait un travail qui a duré une petite demi-heure maximum. Ça suffit pour elle, pour réaligner 2-3 trucs, et qui fasse que finalement, elle peut passer devant. Elle n'a plus cet évitement. Après, sur les problématiques de stress post-traumatique, faut juste être sûr, quand on parle de stress post-traumatique, on parle du truc un peu chronique avec un événement traumatisant qui commence à être un tout petit peu ancien. Le stress aigu, enfin le traumatisme aigu, le truc qui s'est passé il y a quelques jours, les patients sont tellement dedans, alors sans rentrer dans des détails parce que il faudrait qu'on rentre dans les côtés un peu techniques de l'hypnose, c'est compliqué de faire de l'hypnothérapie avec un patient qui vient juste de subir un traumatisme parce qu'il est vraiment dedans et on va avoir du mal à en sortir, alors que quand on travaille en hypnothérapie, comme l'a dit Eric tout à l'heure, on va ailleurs. Et aller ailleurs quand l'événement vient juste de se passer, le patient ne voit pas pourquoi est-ce qu'il ira travailler sur un traumatisme de son enfance alors que lui, son problème, c'est le truc qui s'est passé il y a 48 heures. Et là, dans ces situations-là, le MDR, c'est quand même vachement mieux. Ou alors, on peut utiliser un peu des deux. On intègre de la MDR dans notre accompagnement en hypnose, mais ça permet déjà de pouvoir se sortir un peu du côté très aigu du traumatisme qui vient de se passer. Et, du coup, pour rebondir sur ce que vous dites, donc le MDR, donc c'est une sous-catégorie de l'hypnose, si j'entends bien. Est-ce qu'il y a des thérapies qu'on utilise, est-ce qu'il y a des situations où on utilise le MDR qui ne sont pas accessibles à l'hypnose conversationnelle ou c'est vraiment un outil supplémentaire pour aider les patients? Moi, je pense qu'en hypnose, on peut aider toutes les plaintes. En EMDR, on va aider les plaintes des traumatismes aigus, uniques, ce qu'on appelle les traumatismes de type 1, ceux qui sont survenus une fois et qui se répètent pas. Mais un terrain, je sais pas, d'anxiété généralisée, par exemple, le MDR, c'est pas tellement adapté. On va utiliser plutôt l'hypnose. Mais en hypnose, on peut aussi traiter un traumatisme de type 1. Comme l'a dit Fabien, tout dépend à quel moment il s'est passé. Si ça vient juste de se passer, le MDR va être plus efficace. Si c'est un événement qui s'est passé il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, et qui est toujours là, et qu'il y a des réviviscences, toutes les nuits on y pense, régulièrement ça revient au premier plan avec des signes neurovégétatifs, que ce soit l'hypnose ou le MDR, on va être aussi efficace. Alors, je pense même que l'hypnose est plus efficace dans ces situations-là. On a un certain nombre de patients qui viennent nous voir pour des accompagnements en hypnose, ils ont fait de l'EMDR, et les patients pour lesquels l'EMDR n'a pas fonctionné, c'est des patients qui ont fait de l'EMDR pour un truc ancien, ou alors pour un traumatisme qui se répète. Et ceux-là,
ils vont mieux, mais c'est quand même pas top. Et très souvent, d'ailleurs, les thérapeutes qui font de l'EMDR sont un peu perdus parce que normalement, le MDR, le protocole, c'est une thérapie brève aussi. Et en fait, on voit, ils font 2, 3 séances de MDR, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et ils s'en sortent pas. Et en fait, c'est parce que c'est juste que c'est pas le bon outil, quoi. Ouais. Mais du coup, là aussi, s'il y a une indication pour les états de stress post-traumatif qui peuvent, qui présentent depuis des années, des dizaines d'années, vous dites que le MDR ne peut pas marcher. C'est moins efficace. C'est moins efficace. Ça peut marcher, mais c'est pas. On peut faire les deux, j'ai envie de dire. Voilà. Enfin, ça peut sera faire les plus deux. bref avec de l'hypnose, je pense, mais c'est mon point de vue. Ce qu'on va vous proposer là, sur les 5 minutes qui restent, pour ceux qui ont envie, bien évidemment, puisque vous avez compris qu'il faut s'engager. Si vous avez envie de découvrir ce que c'est que l'état d'hypnose, on peut vous proposer un petit accompagnement. Et ceux qui ont envie, ils nous suivent. Ceux qui n'ont pas envie, ils ne suivent pas. Tout le monde est toujours libre. C'est ça qui est bien aussi dans cette thérapie, c'est qu'on ne peut absolument rien imposer à quelqu'un. Et en fait, quand je vois le brouhaha dans la pièce, je me dis, ouh là, ça bouge. Vous allez voir que les questions ce qu'on va vous suggérer, vous accrochez pas aux mots qu'on dit. Vous avez juste à suivre, tout simplement, à profiter de ce petit temps. On peut faire bien sûr de l'hypnose les yeux ouverts, quand vous êtes en voiture ou en cours, en général, vous ne fermez pas les yeux. Mais quand on est dans cette situation, c'est peut-être plus facile les yeux fermés. Donc vous voyez, vous faites comme vous voulez. Il y a juste une petite question là que votre conscience peut poser à cette partie du cerveau là qu'on appelle l'inconscient. Vous pouvez lui répéter cette petite phrase à l'intérieur. Allez, emmène-moi là où c'est bien pour moi, maintenant. Et juste suivre ce qui se présente. Que ce soit un temps, un lieu, une couleur ou juste une sensation. Juste rejoindre ça et en profiter. Et on peut en profiter avec tous les sens. Les oreilles, là-bas, elles peuvent entendre un bruit, un son, ou du silence. C'est comme ces formes là-bas, ce décor, ces couleurs. On peut s'approcher très très près d'un petit détail. Ou au contraire, s'élever, monter. Et même faire des choses extraordinaires. Sauter sur des nuages ou rentrer dans une fleur ou autre chose. Tout est possible. Et de là-bas, on peut même aller ailleurs si on a envie. On est acteur quand on est là-bas. On n'est pas au cinéma. Rejoindre un endroit où il y a des parfums, des odeurs, une saveur peut-être.
Et juste profiter. Et bien sûr, la conscience sait bien que on est ici à Tours, pendant que l'inconscient, lui, il nous permet de découvrir autre chose. Et je vais vous proposer de prendre une petite photo là-bas, un selfie, de ce temps, de cet espace. Juste pour le garder à l'intérieur, pour vous. Et puis quand ce sera fait, eh bien vous pourrez retrouver toutes vos sensations habituelles, là, dans ce fauteuil, ici, dans ce palais des congrès, à Tours, ce jeudi de février. Et revenir ici et maintenant, là, en prenant une grande inspiration, en ouvrant les yeux, et puis en vous étirant, parce que ça fait du bien. Et tant qu'à faire, autant se faire du bien. Voilà ce que c'est qu'un petit voyage en hypnose. Et si on avait le temps de faire un retour, c'est pas le cas, mais bon, déjà nous on va rester ici. S'il y en a qui ont envie de venir discuter, on peut. Mais si on faisait un retour de tous les gens qui sont là, vous avez tous vécu des expériences différentes. Entre celui qui dira ben moi il s'est rien passé, entre celui qui dira moi j'ai vécu un truc extraordinaire, on a toutes les échelles. Et il n'y en a pas un qui a réussi et un qui a raté. C'est que vous avez tous vécu votre expérience. Et si on refaisait l'expérience tout de suite, ce serait encore différent pour chacun d'entre vous. La seule chose à retenir, c'est quand vous faites cette petite, vous posez cette petite phrase tout seul dans votre tête et que vous mettez votre smartphone sur 3 minutes pour pas que ça dure longtemps. Et 3 minutes, on peut toujours caser 3 minutes. C'est faire de l'auto-hypnose, vous faites vraiment du bien. Et ça vaut vraiment le coup. Moi, je fais ça entre 2 patients dans la matinée, entre 2 patients l'après-midi, parfois aussi. Mais je passe une journée cool, hein. Ça change tout. Vous avez vu les images de l'imagerie tout à l'heure. Si je pense à quelque chose, c'est une pensée choisie. Je peux penser à la maison de ma grand-mère, ok, c'est chouette, mais c'est moi qui ai décidé. Alors que quand je soulève le petit chapeau, là, pop, emmène-moi où c'est bien pour moi, c'est mon inconscient qui choisit. Et je rejoins ce qui se présente, et là, c'est pas les mêmes zones du cerveau qui travaillent. Et ça sera pas forcément ce à quoi je m'attends au départ. Et là, c'est ça qu'on appelle hypnose. Sinon, c'est de la pensée consciente, choisie, agréable, et tant mieux, c'est déjà ça. Enfin voilà. On pourra continuer après s'il y en a qui ont envie, mais je crois qu'on est dans les temps. En tout cas, merci beaucoup à nos 2 intervenants. Je vous propose quand même de les applaudir. Vous avez nos adresses mail. Si vous avez besoin de renseignements, de questions par la suite, on vous y répondra, bien évidemment. Et merci pour l'invitation. Mais un plaisir.